Bonjour Lucille, Bonjour Benjamin. est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, tu fais quoi? Ouais, bien sûr. Je viens de banlieue parisienne, 94. J'ai pas mal voyagé pour mes études. Je suis partie en Suisse. Je suis revenue après en Europe, après avoir bougé pas mal en Europe de l'Est. Et voilà, donc maintenant j'habite à Paris. Je suis directrice d'un hôtel dont j'ai fait l'ouverture au mois de mai l'année dernière, donc en 2021. Et voilà, et écoute, c'est un petit boutique hôtel de 40 chambres dans le 10e arrondissement. Donc voilà. C'est rentable? Ah bah oui, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. On a ouvert en plein Covid au mois de mai l'année dernière, donc c'était pas évident le premier mois. Mais finalement, pendant l'été, on a profité du fait que pas mal d'hôtels étaient fermés et du coup, il y a eu pas mal de monde. Et depuis, avec les notes qu'on a, on attire pas mal de d'étrangers, de Français aussi, donc ça se passe super bien. On est hyper contents. Et t'as fait quoi avant? J'ai fait une école hôtelière. J'étais du coup en Suisse, à l'EHL à Lausanne, et en fait, j'ai pas mal voyagé pendant mes stages. J'ai toujours fait de l'hôtellerie, en fait, concrètement. J'étais pas assez bonne pour aller en médecine, parce qu'à la base, c'est ce que je voulais faire. La physique et moi, on n'était pas très copains. Donc du coup, je me suis rapidement réorientée. J'ai commencé à faire des stages quand j'avais 16-17 ans dans les palaces parisiens. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que l'hôtellerie, c'est vraiment un truc qui me plaisait et que c'était un milieu dans lequel j'avais envie d'évoluer. Ta vision de la crise du Covid pour le secteur de l'hôtellerie, c'est quoi? Eh ben, c'est le fait qu'on a dû se réinventer, qu'on a dû trouver des méthodes pour attirer un maximum de clients, sachant que la clientèle était particulièrement du coup française et limitrophe, enfin européenne. Mais concrètement, enfin, le Covid, à part avoir vécu la première fermeture des hôtels au mois de mars jusqu'à mai 2000, c'était en quelle année déjà? 2020. Franchement, je l'ai pas trop ressenti, hein, pour être honnête. Enfin, oui, on a dû fermer les hôtels. Oui, ça a été une période compliquée. Il y a eu le chômage partiel, etc. Mais à partir du moment où on a pu réouvrir, au final, il a juste fallu être créatif pour attirer les clients. T'as fait comment? Eh ben, j'ai j'ai recruté une super équipe qui a su fidéliser la clientèle et puis on a réussi à être visible sur pas mal de plateformes, proposer une offre qui était un petit peu différente et puis on a fait parler de nous donc forcément ça a attiré des gens, je pense. Comment tu fais pour pas te faire aspirer par Booking? Ah, on s'est fait aspirer au début parce que forcément il faut de la visibilité. Donc c'est quand même le premier moteur de recherche, je pense, pour les gens en général. Même moi personnellement, je vais d'abord sur Booking quand je vais dans une destination. Je book pas dessus, mais je regarde. Je fais un petit peu mon comparatif d'hôtel et puis après je book en direct. Et je pense que en fait au début on en a besoin pour être vu et puis pour être visible. Donc de toute façon c'est obligatoire au début. Puis au fur et à mesure, on a réussi à faire booker les gens en direct, à fidéliser une clientèle qui passait plutôt par notre site que par Booking. Et c'est grâce à ça qu'on a pu baisser un peu cette com qui fait mal au début. C'est combien, la com de Booking? Ah bah là, je revoyais mes factures de juin, juillet, août. On était sur du 17-18 000 euros par mois. Ça représente 18% de com sur ce que tu génères en termes de revenus Booking, quoi. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et t'as encore une stratégie Booking aujourd'hui? Aujourd'hui, on est toujours sur Booking, bien sûr, mais cette com tend à baisser. Quand on fait des boosts de visibilité pour vendre les dernières chambres ou ce genre de choses, on est obligé d'avoir recours à Booking. Après, ce qui nous intéresse surtout, c'est le site, c'est le direct, ça va être fidéliser du corpo, les gens qui viennent dans les hôtels du lundi au jeudi, globalement, et qu'on est content d'avoir en période creuse, surtout. Tu gagnes combien? Pas assez. Non, je rigole, je rigole. Non, combien je gagne? Bah écoute, je gagne 50K. C'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup? Je sais pas. On peut toujours avoir plus, hein, mais sur un petit hôtel, sur une petite structure comme ça, je pense que c'est correct. Comment tu vois ton avenir professionnel après? Eh ben écoute, j'ai envie de, bah forcément d'apprendre un max de choses et puis évoluer toujours. Donc pourquoi pas être d'abord directrice de plus grosses structures et puis après être directrice des opérations.
voire monter ma boîte mais dans quelque chose de complètement différent. Enfin, franchement, pour l'instant, l'hôtellerie me plaît énormément. J'ai envie de rester dans ce secteur parce que c'est un milieu dans lequel je me sens tout le temps en activité. J'aime pas être derrière mon ordinateur pendant 12 heures. J'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin qu'il y ait de l'action, j'ai besoin que, enfin, je sais pas, il y a des fuites d'eau, des alarmes incendie, des problèmes d'internet, enfin voilà, des choses qui bougent. Et pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Tu travailles combien d'heures par semaine, Lucille? Bah ça dépend des semaines, mais je me fais des petits 12 heures par jour, ouais, quelque chose comme ça. Sur 7 jours? Non, 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 non. C'est rare. Sur 7 jours, c'est rare. J'arrive quand même à travailler. Je travaille rarement le week-end. Ça m'arrive quand même de temps en temps pour que mes équipes puissent ne pas être travailler ou partir en vacances. Mais globalement, je fais du lundi, vendredi, 12 heures. Tu fais comment pour couper? Eh ben, un job de GM, c'est du 24 heures sur 24. Après, je pense que comment j'arrive bien à couper, c'est que j'ai essayé de former au maximum mes équipes pour qu'elles puissent être autonomes quand je suis pas là. Et elles savent très bien que on m'appelle en cas d'urgence, mais après ils essaient de gérer au mieux par eux-mêmes. C'est une équipe qui est jeune, qui est hyper dynamique et qui a aussi envie d'avoir des responsabilités, donc ça marche plutôt bien comme ça en fait. Ils me dérangent très peu. Il y a beaucoup de gens qui disent que le secteur de l'hôtellerie est en pleine mutation, que les salaires sont trop bas, qu'il y a trop de contraintes, du coup les salariés partent. Toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est vrai que le milieu de l'hôtellerie est compliqué. C'est des métiers qui sont physiques, où on demande beaucoup de polyvalence. On demande de savoir gérer des relations sociales, de gérer les émotions des gens, de parler 3-4 langues. Donc on demande beaucoup de choses. On demande des diplômes aussi. C'est vrai que les salaires suivent pas toujours. Enfin, quand on voit que les employés sont payés au SMIC alors qu'ils parlent 3-4 langues et qu'ils ont tous des diplômes, c'est vrai que c'est assez c'est pas terrible quoi. Après, je pense que c'est aussi un milieu dans lequel il faut aimer l'humain. Les gens qui aiment l'humain, il y en aura toujours. Et à partir du moment où on respecte son équipe, qu'on fait en sorte qu'elle se sente bien, qu'on trouve des compromis pour qu'on puisse alléger un peu leurs horaires, qu'ils aient un bon rythme de vie, qu'ils soient pas complètement décalés, etc. C'est quelque chose qui se fait. Et moi personnellement, j'ai eu très peu de turnover depuis 1 an. Je pense qu'il faut savoir enfin voilà, s'occuper aussi bien de son équipe et les écouter surtout et les faire évoluer. Tu penses quoi des standards du management dans l'hôtellerie? Je pense que c'est en train de changer. Je pense que c'est en train d'évoluer, même dans les palaces. Je suis passée au Meurice hier et c'était la même chose. Ils sont en train d'essayer de décomplexifier un peu le milieu des palaces, du luxe, etc. Et c'est hyper important. C'est en train de changer. C'est en train de changer. Les gens sont plus ouverts, plus à l'écoute. Je pense que même au niveau du management, les gens ont plus envie de passer 7 jours sur 7 au boulot. Enfin, moi, très clairement, je peux le faire 1 mois, ou 2 mois, mais je vais pas pouvoir le faire toute une année. Donc voilà. Enfin, les gens ont envie de profiter aussi de leur vie. On passe des heures à travailler. Le travail, c'est pas la vie, quoi. Enfin, je veux dire, ça en fait partie. Il faut se sentir bien dans son travail, épanoui, c'est hyper important pour être heureux, je pense. Mais ça fait pas tout. Et voilà, donc c'est en train de changer dans ce sens-là. Mais je pense pas que ce changement soit mauvais. Justement, enfin, les gens sont pas nés pour travailler toute leur vie comme des malades. Comment tu manages au quotidien? Est-ce que tu as des techniques particulières? Tu as mis en place des méthodes? Ouais, alors je suis quand même quelqu'un d'assez structuré, donc j'aime bien tout ce qui est process. On en a des milliers des process, même peut-être parfois un peu too much, mais je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de laisser faire aux gens. Donc je laisse faire des erreurs aussi, même si parfois ça m'embête un peu. Mais voilà, enfin, je pense que les gens ont besoin de se sentir autonomes, pas maternés, pas infantilisés. Et donc c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Donc j'accompagne en fait j'accompagne un maximum. Je laisse faire beaucoup de choses, j'essaie de responsabiliser les gens et voilà, globalement. Bon, parfois je pète aussi un peu les plombs, comme tout le monde. Ça m'arrive, mais voilà, enfin j'écoute, j'accompagne, je laisse faire des erreurs et voilà. Ce serait quoi ta plus belle réussite? Bah ma plus belle réussite, je pense que c'est sur les ouvertures d'hôtels. Je me sens hyper bien quand je fais des ouvertures. C'est ma deuxième là que j'ai faite.
parce que je trouve que c'est hyper rewarding. Enfin, je sais plus trop comment on dit, mais enfin valorisant. Voilà, c'est très valorisant de faire des ouvertures quand c'est des ouvertures qui se passent bien. Parce qu'on voit tout le travail qu'on a pu donner en plusieurs mois sur la formation des équipes, sur la satisfaction client. Et enfin, sur le Millet Rose, mon gros challenge, ça a été que je suis arrivée un mois et demi avant l'ouverture. J'ai été accompagnée par certaines personnes du siège, mais c'est vrai qu'en opération, j'étais seule. Dans la situation du Covid, mon équipe m'a rejoint seulement à peine une semaine avant l'ouverture. Donc c'est vrai que ouvrir un hôtel dans ces conditions, c'était assez challenging, mais finalement ça s'est bien passé. Et puis aujourd'hui, on fait partie du top 10 TripAdvisor. On a 9.2 sur Booking, on a beaucoup de clients qui reviennent. Je pense qu'on fait de belles performances commerciales aussi. Le fait de réussir à garder mon équipe, ben c'est quand même un challenge au quotidien, je pense, parce qu'il faut, enfin c'est pas évident tous les jours. Et voilà. Et donc ouais, je pense que c'est l'ouverture du Millet Rose, c'est ma plus belle réussite, je pense. Et pourquoi ils sont restés, à ton avis, tes salariés? Eh ben parce qu'on a réussi à créer un esprit d'équipe, un esprit familial, que j'imagine qu'ils se sentent écoutés, que ils voient que je me bats avec eux au quotidien pour la réussite de l'hôtel, qui m'intéressent personnellement aussi. Je leur pose des questions sur leur famille. Enfin, c'est important de créer des relations avec son équipe, de pouvoir aller boire un verre de temps en temps avec, sans que ça soit perçu comme bizarre. Donc voilà, enfin je pense qu'on a réussi à créer un super, un super esprit d'équipe et qu'ils se sentent bien à l'hôtel, quoi. Et quand tu vas partir, ils vont rester, à ton avis? Je sais pas. Après ils partiront peut-être avant moi aussi, hein, on sait jamais de quoi la vie est faite. Mais enfin ce qui est sûr, c'est que ouais, ça sera dur le jour où soit moi, soit l'équipe part, parce qu'on a créé des relations qui sont quand même fortes. Enfin, on a vécu plein de moments ensemble et voilà, je sais pas, franchement, j'ai du mal à répondre. J'aimerais bien tous les emmener avec moi, si possible, mais je pense pas que ce sera possible. Donc voilà, on verra. Comment tu fais pour t'informer sur ton métier? Bah, je suis assez active sur LinkedIn parce qu'il y a quand même pas mal de posts intéressants qui sortent tous les jours. Via la tribune de l'hôtellerie, via toutes les startups qui se développent dans ce secteur. Je lis aussi pas mal. Voilà, je me renseigne aussi. Enfin, c'est vrai que l'hôtellerie, ça me plaît. Je pense que c'est ma passion. Donc justement, j'essaie de visiter un maximum d'hôtels dans les villes où je vais. Je garde contact aussi avec le réseau, c'est hyper important. Tous les directeurs que j'ai pu avoir dans le passé, tous mes collègues que j'ai eu aussi. On utilise aussi plein de nouveaux systèmes en général. Je pense que c'est très important de s'adapter justement à tous ces systèmes-là, de pas être réticent au fait qu'il va y en avoir des nouveaux, qu'on préférait ceux avec lesquels on travaillait. Ça peut être des CRM, c'est surtout sur tout ce qui est satisfaction client en fait en général. Parce que des property management systems, les systèmes de réservation, etc., c'est des systèmes qui sont assez simples d'utilisation. Mais je pense que voilà, il faut être ouvert au changement et au fait que le monde de l'hôtellerie évolue aussi, que ce soit en termes de technologie comme en termes de changement des habitudes des gens. Et je pense qu'il faut savoir s'adapter à tout ça. Ta vision de l'hôtellerie pour dans 10 ans, c'est quoi? Ma vision de l'hôtellerie, je pense que les gens ont envie de vivre des expériences qui sont inédites, d'être chouchoutés, de se sentir accueillis, dans des lieux qui sont confortables, où c'est simple en fait. Voilà. Où c'est simple. Après, je pense que ce qu'il faut, c'est de l'authenticité, c'est des super équipes, c'est des gens qui savent communiquer avec les gens, rendre les gens heureux. Enfin voilà. Je pense que l'hôtellerie, c'est un moment de partage dans lequel tout est irréprochable au niveau du service, au niveau de la qualité des infrastructures, du nettoyage, mais en étant à la fois intime. Enfin voilà, moi je sais qu'aujourd'hui aller dans un gros Sofitel de 350 chambres comme dans ceux où j'ai pu bosser dans le passé, c'est pas quelque chose qui m'attire aujourd'hui. J'ai envie de lieux qui sont originaux, qui sont uniques les uns et les autres, et dans lequel enfin voilà, les équipes sont à l'écoute et sympa quoi. Et ça, c'est la tendance de maintenant, non? Pas la tendance dans 10 ans. C'est la tendance de maintenant, mais n'empêche qu'aujourd'hui, Comment ça va évoluer? Est-ce que la chambre, elle va évoluer? oui, ça peut toujours évoluer. Bien sûr que ça peut évoluer. Ça peut tendre à plus de personnalisation dans la chambre en offrant des services qui sortent de l'ordinaire.
plus de tech, parce qu'on est quand même assez à la masse au niveau hôtelier. Aujourd'hui, c'est vrai que dans un hôtel, on pense au spa, on pense au fitness, mais on pense pas à d'autres activités qui pourraient être totalement faites dans un hôtel. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais oui, ça peut évoluer. Après, je pense qu'au final, le plus important dans le service, ça reste quand même la relation avec le personnel et le niveau de confort qu'on peut offrir. Et je pense que, bah voilà, enfin, il va falloir travailler en ce sens en tout cas. Tu connais tu connais l'adage, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ouais. Tu fais quoi pour faire une bonne première impression dans ton hôtel? Eh ben, je pense que déjà, la première chose à faire quand un client il arrive, c'est de lui faire un grand sourire et de lui dire bienvenue. Ça, c'est déjà pour moi, ça c'est le b.a.-ba. Rentrer dans des établissements aujourd'hui sans qu'on nous dise bonjour, c'est vrai que je trouve ça un petit peu limite. Ça existe encore, ça? Ouais, ça existe encore, bien sûr. Bien sûr, et pas forcément dans les petits hôtels, hein, ni dans les hôtels de 3 étoiles, ça peut être même dans des beaux hôtels. Mais voilà, et puis faire sentir le client bienvenu, et puis montrer qu'on est disponible, souriant, disponible, heureux de travailler, et puis voilà quoi. Tu penses quoi du système d'étoiles qui existe dans l'hôtellerie? Aujourd'hui, je pense que c'est le système d'étoiles, c'est important, mais il est à revoir. C'est comme la manière dont on classifie les établissements sur les agences de voyage en ligne, c'est la même chose pour moi. C'est un peu outdated, quoi. C'est un peu vieux. Ça commence à devenir un peu has-been. Après, je sais qu'ils sont en train de revoir un petit peu tous les classements et qu'il y en a un qui va sortir là bientôt. Est-ce que ça va évoluer beaucoup? Je sais pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gens recherchent des hôtels de manière différente. On regarde pas forcément le niveau d'étoiles, mais on regarde justement les notes. On regarde les engagements par rapport à tout ce qui est écologique, par rapport aux produits, les photos, les retours. Enfin voilà, c'est en train de changer. Enfin, c'est vrai que les gens ont plus tendance à chercher un hôtel pas par rapport à la classification des étoiles, mais par rapport aux services qu'ils offrent et aux retours qu'ils voient sur les réseaux, quoi, sur Instagram, les photos, tout ça. Donc ouais, je pense que le classement est plus tout à fait up to date aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter avec un client? Bah, des anecdotes, il y en a plein. Après, il y en a une que j'ai eue récemment. Bon, c'est rien de fou, hein, ça peut arriver à n'importe qui dans n'importe quel hôtel, mais c'est vrai que j'étais assez choquée du niveau de ce qui s'est passé. Je travaillais il y a quelques week-ends à l'hôtel, donc clientèle très loisir. Et puis au moment du check-out, je vois que la personne avait réservé une chambre avec petit déjeuner pour une personne alors qu'ils étaient deux. On l'avait déjà vu, mais je pense qu'il n'y avait pas eu d'informations par rapport au changement, enfin au fait qu'on ajoute un petit déjeuner. Et la personne qui était à la réception était très sympa jusqu'au moment où je lui ai dit que bon bah voilà, enfin la réservation était initialement prévue pour une personne, du coup que là j'allais ajouter une taxe de séjour à un petit déjeuner supplémentaire vu qu'ils étaient deux. Et c'est vrai que la personne a commencé à me faire tout un énorme scandale alors que sur sa réservation c'était bien noté une personne. Et enfin voilà, c'est vrai que sur le coup j'étais assez outrée parce que enfin t'as profité d'un service, t'as consommé, t'étais bien contente, tu m'as dit que le petit déj était délicieux et puis là t'es en train de m'embêter pour ne pas payer 30 € de plus. C'est allé jusqu'où et ça s'est fini comment? Et ben c'est allé jusqu'à le fait que le monsieur était un peu était un peu sensible, du coup il a commencé à s'énerver un peu en haussant un peu le ton, etc. Et puis bon ben finalement, enfin voilà, j'allais pas débattre pendant 30 ans pour 30 € en fait. Donc je lui ai gentiment fait comprendre que du coup, bon ben si c'était si compliqué que ça de payer 30 € supplémentaires, on allait arrêter enfin de discuter et que enfin je trouvais ça dommage de réagir comme ça et voilà quoi. Il y a un bon commentaire quand même. Il a rien mis. Je l'attendais venir, mais il est pas arrivé. Non, il n'y a pas eu de commentaire. Donc voilà. T'as voté pour qui en 2017? C'était il y a longtemps, 2017. Et ben en 2017, j'ai voté Macron. Hein. J'avais vraiment besoin de changement. Et ben, je vais encore voter pour Macron. T'as plus besoin de changement? C'est pas que j'ai pas besoin de changement, c'est juste qu'il a pas eu de chance avec son mandat, je pense. Je pense qu'il a essayé de faire comme il pouvait.
Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui auraient fait mieux. Et puis, au vu des candidats qu'il y a autour, très clairement, c'est quand même celui qui ressort le plus du lot, quoi. Donc, C'est quoi le dernier livre que t'as lu? j'ai lu celui du directeur de programme de l'ESCP, qui s'appelle Marc. Enfin, je me rappelle même plus de son nom de famille, c'est terrible. C'est un livre sur l'entrepreneuriat. En gros, il racontait un peu comment lui a monté ses boîtes et puis ses VC, parce qu'il est aujourd'hui en charge de tout ce qui est fonds d'investissement, etc., pour justement investir dans les startups d'aujourd'hui. C'était assez intéressant comme bouquin. Et l'entrepreneuriat, ça te branche? Ouais, ça me branche. J'avais réfléchi à faire un master là-dedans, d'ailleurs, à la sortie de l'école hôtelière de Lausanne. J'en avais fait même une spécialité d'ailleurs à l'EHL. On avait le choix entre la finance, le marketing et l'entrepreneuriat, et c'est ce que j'avais choisi à la base. Et ouais, c'est quelque chose qui me branche parce que pourquoi pas monter un business un jour. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresserait. Après, c'est vrai que j'ai pas mal d'idées. Il y en a pas forcément que je vois pouvoir mettre en place actuellement parce que c'est des idées qui sont quand même assez idéalistes, dans lesquelles il faut pas mal de fonds. Donc c'est quelque chose auquel je pense, mais pas pour tout de suite. Donc voilà. Pour l'instant, c'est vrai que gérer des hôtels, c'est quelque chose qui me plaît et voilà. Enfin, mais dans le futur, pourquoi pas. Tu regardes quoi comme série en ce moment? Je regarde en série en ce moment, je regarde Succession, que j'ai commencé sur Canal. Moi, je suis pas hyper emballée pour l'instant, mais on y va doucement. La plus belle destination où t'as été, c'était où? Ça dépend. Si on parle de beauté d'une ville, la ville que j'ai adorée, que j'ai fait récemment, c'est Rome. J'ai trouvé ça génial. J'y étais pas allée, j'y étais jamais allée et j'y suis allée il y a 2 ans. J'ai trouvé ça magnifique. Après, en termes de richesse de pays et d'expérience, c'est l'Inde. Bon, c'est aussi le pays duquel ma mère est originaire. Je suis un quart indienne. Mon grand-père est indien et ça a été un voyage qui a été vraiment hyper riche en émotions pour moi. De découvrir la région de mon grand-père et puis de voir à quel point c'est un pays pauvre aussi. En général, nous, en Europe, quand même, on a tendance à se plaindre de pas mal de choses ou d'avoir des habitudes de vie, même de consommation en général. Même si je pense que je suis quelqu'un d'assez simple dans ma manière de vivre. C'est vrai que, on a tendance à, vouloir toujours plus. Et quand on se retrouve dans un pays comme l'Inde, qui est extrêmement pauvre dans le sud, c'est vrai que ça fait penser à autre chose, quoi. C'est complètement dépaysant. Et puis, je sais que j'étais revenue de ce voyage changé, en tout cas, quand j'y suis allée. Ça fait relativiser le prix de l'essence. Exactement. Puis le prix de tout, d'ailleurs, voilà. Quand on visite des orphelinats, quand on en fait en masse, c'est vrai que ça nous fait voir la vie un peu différemment quand même. Merci Lucille. Merci à toi.